Il y a des défis sportifs et puis il y a des aventures qui changent une vie. Dans cet épisode, on reçoit Gladys, ancienne fumeuse, ex-directrice de restaurant. Elle est devenue végane, elle a commencé la course à pied et elle a décidé de courir 724 km de Paris jusqu'à Brest en poussant un chariot de 45 kg avec ses propres affaires pour évoluer en toute autonomie sur cette aventure. Pendant 23 jours, sous la pluie, entre crevaisons, nuits sous tente et émotions immenses, vous l'imaginez, elle est allée à la rencontre d'éleveurs pour ouvrir un dialogue avec eux autour de la cause animale et du véganisme. Bienvenue dans Les Aventuriers avec Gladys. La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer? Une destination à nous faire découvrir? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com. Salut Gladys. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Les Aventuriers. Avant tout ça, avant ce démarrage d'aventure, tu faisais quoi dans la vie ? J'étais directrice de chaîne de restaurants et de boulangerie dans Paris. Ok, donc pas du tout le même style de vie. Ah, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je n'étais pas particulièrement sportive. J'étais une grosse fumeuse. C'était pas du tout le même rythme de vie qu'aujourd'hui. Tu étais, en plus de tout ça, ce qu'on appelle une viandarde. C'est ce que tu m'as dit dans un de tes mails, puisqu'on a échangé un petit peu avant. C'est-à-dire, tu mangeais beaucoup de viande, c'est ça ? Exactement. Donc, avant de devenir d'abord végétarienne, effectivement, je mangeais beaucoup de viande. Je m'étais mise à la musculation et c'est vrai qu'il y a quand même un gros préjugé qui tourne autour de la musculation où il faut manger plein de viande pour pouvoir être bien musclé. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je mangeais de la viande ou des assimilés, en tout cas de la chair animale, à tous les repas et même au goûter, quoi. Parce qu'au goûter, par exemple, c'était du blanc de dinde, ce genre de choses, quoi. Ah ouais. Alors, je parle de ça parce que c'est un petit peu ça quand même qui a été le déclencheur. C'est en mai 2024 qu'il y a eu un tournant dans ta vie. Tu es devenue végétarienne. Qu'est-ce qui t'a poussée à devenir végétarienne ? Alors, en mai 2024, je suis partie en vacances en Italie, dans les 5 Terres, Ouais. avec un ami qui est lui-même végétarien. Et quand je suis revenue, j'ai pas beaucoup d'explications. J'ai eu envie d'essayer le végétarisme. Et d'ailleurs, j'avais de la viande dans mon congélateur, donc je m'étais dit, je vais la manger quand même, je vais la finir, je vais pas l'acheter. Et en l'occurrence, j'ai jamais pu la cuisiner. Bon, je l'ai donnée à des amis, je l'ai pas gâchée non plus. Mais ça a commencé comme ça, un petit déclic où j'ai eu envie d'essayer. Et ensuite, après, je me suis un peu plus renseignée. Alors, ça commence par le végétarisme, mais finalement, tu deviens végane. Ça se passe quasiment un an après, c'était en février 2025. Pourquoi être devenu végane ? Qu'est-ce qui t'a poussé sur ce chemin du véganisme ? Alors donc, entre mai et février, j'ai suivi déjà des comptes. Alors, dans l'alimentation végétarienne, souvent, il y a quand même beaucoup de fromage. Et quand vous faites beaucoup de sport, vous faites un petit peu attention à votre ligne, le fromage, c'est quand même pas le meilleur des aliments en termes de calories, on va pas se mentir. Mais c'est bon. Mais c'est bon, c'est très très bon, ça je renie pas. Mais donc quand je suis devenue végétarienne, il a fallu que je réapprenne à cuisiner. Et quand je regardais les recettes végétariennes, c'était quand même beaucoup à base de fromage. Donc assez rapidement, j'ai regardé des recettes véganes, justement pour pallier à ça, cet aspect plutôt calorique. Et de fil en aiguille, à force de regarder les recettes, j'ai fini par regarder aussi un peu ce qui a pu s'écrire au sujet du véganisme et de la condition animale. Et je me suis retrouvée à regarder le documentaire Dominion. Ouais. Et donc, Dominion, voilà, c'est vraiment un documentaire qui retrace pas tout, mais une grande partie des façons dont on peut exploiter d'autres animaux. Et ça a été vraiment un déclic pour moi. Donc je mangeais déjà plus de chair animale, donc plus non plus de poisson. Donc entre guillemets, la question se posait plutôt pour les produits laitiers et typiquement le fromage. Et dans ce documentaire, effectivement, on voit ce qui se cache derrière l'exploitation des vaches pour le lait, par exemple. Et ça a fini de me convaincre, c'est comme ça que je suis devenue végane. Dominion, c'est donc ce documentaire qui t'a permis de devenir végane. Et une fois devenue végane, tu as tout de suite eu envie d'agir pour la cause animale. Qu'est-ce qui t'est venu en premier dans les envies que tu avais en lien avec la cause animale ? Alors, moi j'étais jeune, j'étais un bébé végane, donc j'avais pas encore d'expérience, donc je me disais, qu'est-ce que je peux faire ? Et à ce moment-là, il y a Louis de Rien qui commençait son Tour de France contre la dépression.
Donc effectivement, je me suis dit, c'est bien parce qu'on peut, à travers la course à pied, parler de sujets société importants. Donc ça a été un peu ma source d'inspiration, de me dire, en fait, je peux aussi courir pour parler de la cause animale. Mm. De fil en aiguille, je me suis dit, ok, bon, je parle de courir. Alors, il faut savoir que j'avais commencé la course à pied très sérieusement en décembre 2024 seulement. Donc ça faisait pareil, ça faisait 2 mois que je courais. Ouais. Et je me suis dit, voilà, je veux donc courir pour la cause animale, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? Je suis tombée sur une association qui s'appelle Coexister et qui aide les éleveurs qui le souhaitent à se reconvertir. Et je me suis dit, ah mais c'est cool ça, parce que c'est bien de vouloir transformer la société, mais c'est encore mieux de le faire avec tous les acteurs, quoi. Moi, je lutte pas contre les éleveurs, tu vois. Donc, je me suis dit, voilà, ça peut être une idée, courir pour aller à la rencontre d'éleveurs, et en même temps, pareil, voilà, aussi parler de véganisme, montrer qu'on peut être bienveillant, et puis parler justement avec des éleveurs alors qu'on est vegan, quoi. Donc l'idée, c'était en août 2025 de partir depuis Paris. Le départ Paris, mais l'arrivée c'est Brest, donc le fameux Paris-Brest. Ça fait combien de kilomètres ça au total? J'ai pas regardé. Alors, normalement, ça fait 650. Ouais. J'en ai fait 723. Waouh. Et tout ça en combien de jours? En 23 jours. L'idée, c'était donc en 23 jours d'avoir un chariot avec toi, un chariot de running sur lequel, donc que tu poussais, hein, on est d'accord? Oui. Et il y avait toutes tes affaires à l'intérieur. Il y avait quoi dans ce chariot? Alors, il y avait déjà le matériel pour réparer le chariot, Ouais. au cas où. Il y avait la tente, le matelas, tout pour dormir, le duvet, la nourriture. Ouais. J'avais quand même pas mal de nourriture sur moi. Après, je faisais les réassorts aussi dans les petites supérettes, mais j'avais quand même des... Donc pas de viande à des l'intérieur, hein, manger. on est d'accord. Donc pas de viande à l'intérieur, exactement. Mais typiquement des produits très protéinés végétales, par exemple les protéines de soja texturées, ça j'en avais emmené pour faire à peu près les 23 jours parce que je savais que c'était des produits que je n'avais pas trouvés sur le chemin. Ouais. 23 jours, 723 km, ça fait combien de kilomètres par jour? Là, j'ai pas la calculette. En moyenne, il me semble que c'est 32, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc c'est en marchant vite ou en courant? C'était en courant et en poussant le chariot. Ouais. Alors, objectivement, quand les montées étaient trop raides, je marchais. Ouais. Parce que le chariot faisait 45 kilos quand même. Et donc là, tu pars avec ton chariot, tu es avec tes affaires. Tu dors où? Je dors dans ma tente. La plupart du temps, je dormais dans le jardin des gens. En fait, il y a une application qui porte un nom, j'ai oublié. Et tu loues, ah oui, Camp Space. Et donc, tu loues en fait un bout de jardin des gens et tu dors dans leur jardin. Donc la plupart du temps, j'ai dormi sur ce format-là. Paris-Brest, ça s'est passé donc du 23 août au 15 septembre. Le départ depuis Paris, c'était à Notre-Dame de Paris. Donc là, il y a quelque chose de très symbolique quand même. C'est incroyable ce départ depuis Notre-Dame. Exactement. Alors il y avait cet aspect un peu central. Voilà, Notre-Dame de Paris, c'est quand même un monument très historique. Et en plus, devant Notre-Dame de Paris, il y a le point zéro des routes de France. Ouais. Et donc, c'était une petite blague pour, entre guillemets, officialiser le nombre de kilomètres, c'est que je suis partie vraiment du point zéro des routes de France. Je reviens sur ce fameux chariot parce que ça m'intrigue. Tu me disais qu'il y avait pas mal de poids à l'intérieur. Tu as dit quoi, 45 kilos, c'est ça que tu as dit tout à l'heure? Exactement. 45 kilos, au bout d'un moment, c'est pas fatigant de pousser le chariot parce que j'imagine que tu ne t'es pas forcément entraîné pendant des jours et des jours avec un chariot. Tu étais plutôt dans un entraînement de running traditionnel. Non, je me suis entraînée avec le chariot, justement. Ah ouais. Alors, je me suis entraînée... Le chariot à vide, il faisait 20 kilos déjà. Ah donc, ouais. Déjà, ouais, je n'étais pas choisi le meilleur chariot, objectivement. Et donc, je m'étais entraînée et j'avais mis dedans... Je m'entraînais avec 12 kilos. Erreur. Parce qu'au final, j'avais besoin de beaucoup plus que 12 kilos. Ouais. Mais effectivement, je faisais 5 sorties par semaine. J'en faisais au moins 3 à 4 par semaine avec le chariot. Et oui, c'est assez... Déjà, au début, il faut apprendre à courir parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on a besoin de nos bras. Et là, mes bras étaient sur le chariot, donc il a fallu réapprendre, entre guillemets, à courir en utilisant qu'un bras sur 2 au mieux. Et effectivement, à la fin, il a cassé 2 jours avant l'arrivée. Ouais. Donc,
et cassé vraiment le bras avant, donc quelque chose que je pouvais pas réparer. Donc effectivement, j'étais quand même très très contente sur les 2 derniers jours de finir avec mon petit sac à dos tout léger parce que ça m'a changé la vie. J'avais l'impression de voler, quoi. J'avais plus de poids, j'avais plus rien. Alors, en plus de casser 2 jours avant l'arrivée, il a crevé plusieurs fois parce que donc il y a des roues qui peuvent crever sur ce chariot. C'est pas les mêmes roues qu'un chariot de supermarché, justement. T'as crevé combien de fois? Alors, il me semble 8 ou 9 fois. Ah ouais. Ce qui est peut-être un exploit d'ailleurs. Peut-être que je suis dans le Guinness des records. Et tu penses que c'est parce qu'il y avait trop de poids, parce que les chemins étaient trop, je sais pas moi, accidentés? Pourquoi il crevait? Alors déjà, j'ai fait une bêtise. Je me suis entraînée, donc j'avais déjà fait, je crois, 400 km avec avant de partir. Oui. Et j'ai pas pensé à vérifier l'état d'usure des pneus. Hmm. Donc déjà, j'aurais dû changer les pneus avant de partir, quoi. Voilà, Ah ouais. ça, c'était une erreur de débutante. Les cyclistes savent ce genre de choses, pas les runners en chariot, voilà. Et chaque crevaison, c'est une galère de changer les roues ou ça se fait assez rapide? Alors déjà, la toute première, je savais pas le faire. Donc ouais. la première était une galère parce qu'il a fallu apprendre. Cette nuit-là, j'avais dormi dans un camping, donc ça c'était mon coup de chance, c'est que y a eu du monde sur place qui a pu m'aider justement à me montrer comment on change une roue. Donc ça a été une galère, oui et non. J'ai appris vite à mettre des rustines, sauf qu'il y a eu des moments où ça suffisait plus, il a fallu changer complètement les pneus. Et faut trouver des pneus parce que évidemment c'est pas une dimension de pneus de vélo classique. Donc il a fallu trouver des pneus sur le trajet. Et là encore une fois, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un vendeur de cycles qui avait cette bataille de pneus au fin fond de son magasin, entre guillemets par le plus grand des hasards. Donc voilà, j'ai quand même bénéficié d'un peu de chance, mais j'ai eu des crevaisons assez mythiques, quoi. Le départ, je le disais, depuis Notre-Dame de Paris, il y a du monde au départ ou t'es seul? Ça se passe comment ce départ? Alors on était une bonne dizaine Ouais. déjà pour faire la fête de départ. Et il y a 6 personnes qui sont parties et qui ont couru avec moi. Ok. Donc on a fini la première journée à 35 km. Donc là, jusqu'à la fin, on était 3. Et c'est quand même cool, quoi. C'est un départ où on part à plusieurs. On part de Notre-Dame, on est avec le chariot, on est 6 à courir. Voilà, c'est quand même, en termes d'émotion, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique et d'assez fort. Donc tu dormais dans le jardin des gens, t'arrivais avec ton chariot presque quand la nuit commençait à tomber, j'imagine? Pratiquement. J'essayais Ouais. de partir assez tôt le matin pour pouvoir avoir le temps de me poser un peu le soir, quoi. Les gens donc ils t'accueillent, alors certains font un système de petite location d'un bout de leur jardin pour poser la tente. Il y a quand même un petit échange, c'est ça? Oui. En général, c'est quand même des gens assez ouverts et qui ont envie de rencontrer d'autres personnes, quoi. Donc c'est vrai que souvent on discute. J'ai eu quelques fois l'occasion d'être invitée à manger chez eux et avec eux. Donc il y a un lien, il y a un vrai lien qui se crée, quoi. C'est vraiment sympathique. Un soir, t'arrives chez l'une de ces personnes, t'as couru 40 km, t'es un petit peu claqué, et en fait, là, t'es tombé sur une fausse annonce. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Alors là, c'est vraiment, je pense, la journée la plus mythique de tout le Paris-Brest. Ah ouais. Donc là, j'avais fait 40 km, c'était quand même beaucoup, ça faisait partie des grosses journées. Et 2 km déjà avant l'arrivée, j'avais un début de crevaison, mais ce qu'on appelle une crevaison lente. Donc je ne pouvais pas mettre de rustine, parce que je n'avais pas d'endroit où mettre une rustine, mais ça continue à tenir. Je me dis, je vais essayer de faire mes 2 derniers kilomètres et je changerai complètement je me souviens plus du nom, le truc qui est dans le pneu. Et une fois que je suis arrivée chez la personne, quoi. Ouais. Donc je finis tant bien que mal mes 2 derniers kilomètres, j'arrive au bout des 40 bornes et là je me rends compte que l'adresse ne convient pas. J'appelle donc via l'application, etc. Pas de réponse. Je teste avec une autre application, je remets l'adresse et là elle m'envoie ailleurs. Donc je me dis peut-être que je me suis trompée, donc je reviens vers l'autre adresse et là je vois une maison en ruine et je me dis ça me semble quand même peu probable. Ça me semble ne pas être ça, quoi. C'est peu probable, voilà. Donc là, branle-bas de combat, et je me dis, il faut que je trouve une solution pour dormir quelque part. Mais en courant, quand vous êtes à pied, on ne fait pas des détours de 5 ou 10 km, quoi. C'est énorme, quoi, tout de suite. Hein, ça change tout. Ouais. Là, j'ai de la chance, je trouve un hôtel à 2 km. Vraiment, coup de chance. Et je me dis, là, par contre, j'ai pas le choix. Il faut absolument que je change mon pneu avant de repartir. Donc je m'assois sur le bord de la route, je commence à changer mon pneu. Des trompes d'eau qui tombent, mais vraiment des seaux d'eau, des seaux d'eau.
évidemment, je ne suis pas à l'abri, sinon ce serait trop facile. Je change en catastrophe et je repars vers ce fameux hôtel. Et là, la pire des montées que j'ai eues de tout le Paris-Brest, ça n'en finissait pas, c'était 2 kilomètres de montée où le chariot était tellement lourd, j'avais tellement de difficultés que j'étais presque couchée pour pouvoir le faire monter. Ah ouais. Et à me dire, mince, demain je vais devoir redescendre, mais j'ai même peur de descendre parce que s'il pleut comme ça demain matin, ça va être hyper glissant et le chariot qui fait 45 kilos quand même, Ah en ouais, descente, il faut pouvoir le freiner, quoi. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'est pas attaché à ta ceinture, par exemple. Enfin, il n'y a pas Non, un système. Ah oui, donc, ouais. Si c'est tu que le mes bras. lâches, ça part, quoi. C'est ça, exactement. Et quand tu cours, tu es sur des chemins ou tu es sur des routes? Alors là, j'ai beaucoup emprunté la voie vélo qui relie Paris au Mont-Saint-Michel. Donc Ouais. ça, c'est bien parce que C'est roulant. c'est propre, Mm. c'est roulant, exactement. Et il n'y a pas la problématique des voitures. Sinon, je me suis assez vite rendu compte, au début, mes premiers trajets, je les avais faits en choisissant les chemins gravel. Donc les gravels, c'est les vélos qui font un peu tout type de chemin. Erreur parce qu'avec le chariot, je ne pouvais pas faire de forêt. Dès qu'il y avait dès que le chemin était un peu trop accidenté, moi, je ne pouvais plus le pousser, quoi. C'était Ah trop ouais. dur. Donc je me suis vite rattrapée. Je suis partie sur des chemins vélo de route. Et donc j'étais souvent sur la route quand même. Et avec le chariot, c'est pas évident. Le projet va durer 3 semaines au total. Sur ces 3 semaines, parce que tu parles beaucoup de pluie, j'aimerais savoir combien de jours de soleil tu as eu. Une semaine, quoi, pour être sympa. Ok. La première semaine était cool. Ça, tu l'avais appréhendé avant de partir? Tu t'étais dit, ouais, ça va quand même pleuvoir pas mal? Honnêtement, non, hein. Je suis partie le 23 août jusqu'au 15 septembre. Ouais. Bon, j'avais quand même emmené le matériel de pluie au cas où, mais je me disais, oh, on est au mois d'août, mi-septembre, ça, c'est cool. Non, c'était pas cool. Au total, tu as rencontré combien d'éleveurs? Parce que quand même, le projet était d'aller à la rencontre de ces éleveurs. Qu'est-ce que tu leur as dit à ces éleveurs? Comment ça s'est passé? Et où est-ce que tu les as rencontrés? Alors, au total, j'en ai rencontré 5 chez eux, enfin, dans leur ferme. Ouais. Des élevages très différents. J'ai eu... alors, il y a eu un éleveur de vaches, c'était plutôt industriel, objectivement. Il avait 300 vaches, je crois, quelque chose comme ça. Et en présence de France 3, donc ça change aussi pas mal la donne, hein, ça met du stress un peu des deux côtés. Pourquoi il y avait France Quand 3? il y a les caméras. Et parce que justement, je les avais contactés, ils ont fait un petit reportage sur notre rencontre et D'accord. montré que on peut être éleveur vegan et puis se rencontrer. Ouais. Donc l'idée, voilà, c'était que cet éleveur qui nous explique un peu, d'abord pour commencer, c'est quoi son métier, parce qu'en fait, on est nombreux à pas savoir tellement. Et ensuite, l'idée, c'était que je lui explique un peu l'association Coexister. Après, voilà, l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez rapide, montrer juste qu'on peut discuter rapidement. J'ai rencontré également un éleveur qui avait jamais entendu parler de véganisme, qui savait pas du tout ce que c'était. Ah ouais. Donc c'était quand même c'était assez incroyable parce que je suis arrivée, je lui explique, il y a un monde un peu qui s'écroule devant lui. Je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Il y a vraiment des gens qui mangent aucun produit issu des animaux. Donc c'était quand même assez sympathique et je lui ai même laissé mon numéro en disant écoute, si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, c'était tout un monde qui s'ouvrait pour lui. La plupart, je les ai appelés en avance. Alors, en réalité, j'ai contacté beaucoup plus d'éleveurs que ce que j'ai vu. Mais c'est très compliqué de contacter des éleveurs. Et au début, je voulais principalement faire des éleveurs porcins. Mais honnêtement, c'est pas les plus faciles à contacter. Pourquoi? Donc, alors, raison très pragmatique, souvent sur Internet, on trouve seulement un numéro de téléphone fixe. Ouais. Donc, il répond pas beaucoup. Je laissais un message, mais bon, imaginez bien, vous recevez un message, bonjour, je me présente, je suis Gladys, je vais courir de Paris à Brest pour rencontrer des éleveurs en étant vegan. Bon, je pense qu'ils allaient se dire, c'est un gag, et voilà, au mieux, ils disaient que c'était un gag, quoi. Ok. Et ensuite, j'ai quand même essayé plusieurs voies, hein. J'ai essayé de contacter les mairies de tous les villages dans lesquels je passais, via les réseaux sociaux. J'avais essayé pas mal de fois, mais c'est vrai qu'ils ont été très peu, voire aucun à me répondre. Il m'est arrivé une fois de venir à l'improviste. Je suis passée devant un magasin où il y avait écrit vente, élevage, vente et abattage en direct.
Donc je me suis dit, bon, écoute, ça vaut le coup de rentrer, de demander, d'expliquer le projet et puis voir si la personne est d'accord pour qu'on discute. Et en l'occurrence, elle a été d'accord. Donc elle, pour le coup, voilà, c'était vraiment totalement à l'improviste. Et dans tout ça, j'ai rencontré une éleveuse qui élevait des cochons. Pareil, voilà, c'était une éleveuse qui élève des cochons en extérieur. Donc, je veux dire, on n'est même pas à 1%, ça représente même pas 1% de ce qui se fait dans l'élevage, quoi. Mhm. La plus belle rencontre que tu aies faite avec tous ces éleveurs, ces 5 éleveurs, c'est laquelle? C'est celui, je pense, Qui connaissaient pas le véganisme. Ouais. Tu as gardé Oui. contact avec eux? Ou avec Alors, lui en tout cas peut-être? Avec lui, rapidement, on s'est Ouais. envoyé 2-3 messages. Et en fait, je l'ai rencontré parce que j'ai dormi chez ses voisins, qui eux faisaient justement ce truc-là de location de jardin. Et en l'occurrence, les voisins, on est restés en très bon contact. On s'est vus assez récemment. Donc, indirectement, j'ai quand même toujours des nouvelles, quoi. Quelle a été la plus grosse émotion que tu as eue lors de ce Paris-Brest? Alors, quand je suis arrivée au Mont-Saint-Michel, c'était quand même... le fait d'arriver au Mont-Saint-Michel, ça a été une forte émotion pour moi. Déjà parce que le Mont-Saint-Michel, j'y suis allée plusieurs fois, notamment avec ma grand-mère. Donc, c'est un lieu que je connais et que je voyais comme loin, entre guillemets, qui faisait partie de vacances, quoi. Et là, de me dire, waouh, je suis allée à pied à un endroit qui était lié aux vacances et qui était lié à quelque chose d'assez loin dans ma tête d'enfant, quoi. Et en plus, il y a la mer. C'est la première fois que je voyais la mer depuis mon départ de Paris. C'est dire, je suis partie de Paris, j'étais voir la mer en courant. Et ça a été assez fort en émotion. Surtout que c'était le surlendemain de l'épisode de l'hôtel à 2 km. Ouais, ça a enchaîné les émotions là. Ouais. C'est ça, exactement. Quand tu arrives à Brest, là c'est la fin de ton périple. Tu ressens quoi à ce moment-là? Voilà, ça fait 23 jours que je vivais toute seule. Mes journées n'étaient faites que de... Je dois courir, je dois manger, je dois boire, je dois faire mes besoins. C'était mes seules préoccupations, quoi. Alors, au-delà de rencontrer les éleveurs, mais sinon, je pensais qu'à ça et j'étais que dans le mouvement tout le temps et très lent, parce que même si je courais, je rappelle qu'on fait, entre guillemets, que 32 km par jour. En voiture, ça prend une demi-heure. Moi, ça me prenait une journée, quoi. Donc il y a cet aspect un peu où j'étais un peu déphasée. Donc ma famille était à l'arrivée. Il faut savoir que c'était mon anniversaire aussi. C'est pour ça que j'avais choisi cette date, d'arriver le jour de mon anniversaire à Brest. Et j'avais demandé à ma famille de ramener un Paris-Brest végétal pour souffler mes bougies à l'arrivée. Ah ouais, bien. Voilà. Donc il y a aussi cet aspect un peu, voilà. En plus, c'était l'émotion, parce que en plus, j'ai mangé du Paris-Brest à l'arrivée, quoi. Ouais. Il y a la gourmandise. Et ta famille, quand tu arrives, qu'est-ce qu'ils te disent? J'imagine qu'il y a de la fierté quand même de te voir comme ça à l'arrivée. Exactement. Et puis justement, ma famille, je courais pas. Enfin, 7 mois avant, je courais pas. Donc, il y a une énorme fierté de se dire, waouh, elle l'a fait. Parce qu'il faut se dire que 4-5 mois avant, quand je leur ai parlé du projet, ils se sont dit, mais elle est tombée sur la tête. Et de se dire, voilà, il y avait de la fierté, de se dire, tu l'as fait. Donc, ils m'ont accueilli, ils avaient fait des t-shirts avec des petits logos. Voilà, on est resté quelques jours sur Brest pour pouvoir profiter un peu plus du moment. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup d'émotions, mais à la fois, il y a un aspect où, à l'arrivée même, c'est difficile d'avoir des émotions parce que tout est un peu bloqué, on ne sait pas trop encore ce qu'on ressent. Je vivais toute seule et d'un coup, là, j'ai une petite dizaine de personnes devant moi que je connais, mais voilà, ça fait du bruit, c'est vivant, voilà, c'est tout un monde un peu on reprend un peu la vie normale et ça fait quand même un petit choc assez étrange. Gladys, si tu devais donner des conseils à celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient pourquoi pas faire le même genre de projet, courir avec un chariot sur une longue distance, sur une longue période, en autonomie, tu leur dirais quoi? Alors, vas-y, à fond. Ouais. C'est la première chose. Choisis bien le chariot quand même. Et apprends à mettre une rustine avant de partir, c'est mieux. Le choix du chariot, on est d'accord, on prend plus léger, on prend pas le chariot à 20 kg, voilà. On essaye de trouver quelque chose qui ferait du 8 ou 10. Voilà, ça exactement. doit exister, ouais. Exactement. Et on peut pas tout anticiper. Sur ce genre de projet, c'est impossible, il y a toujours des aléas et on peut donc se dire que les aléas, les difficultés, ça fait partie du projet et chaque fois que j'ai eu des soucis ou de rester le plus calme possible, se dire bon, on va trouver une solution.
Et il y a toujours du monde pour nous aider, il y a toujours des solutions qui se trouvent, donc vas-y quoi. Quand tu es en train de pousser ton chariot sous la pluie ou avec le peu de soleil qu'il y a eu, il se passe quoi dans ta tête? Tu penses quoi? On pense à quoi quand on est dans l'effort et quand on est toute seule aussi? Je pensais un peu faire le bilan de ma vie, Mmh. objectivement, et ben pas tant. Pas tant, et en fait, la plupart du temps, je laissais mon esprit vagabonder un peu, entre guillemets, un peu, on pourrait imaginer un peu comme une sorte de méditation. En fait, l'esprit part dans tous les sens. J'ai fait les 12 premiers jours sans musique, sans podcast, sans rien. J'avais même pas mis des écouteurs. T'as même pas écouté Les Et Aventuriers? ouais, j'ai honte. Mais et donc là, et avant, je courais toujours avec de la musique. C'est-à-dire Ouais. que je me suis toujours entraînée avec la musique, les écouteurs, des podcasts, voilà. Enfin, il y avait toujours du bruit dans mes oreilles. Et là, les 12 premiers jours, je l'ai fait dans le silence, entre guillemets, le plus complet. Alors, il y a le bruit de la nature, hein, Mmh. et le bruit du chariot. Et c'est au bout du 12e jour, je commençais un petit peu à fatiguer l'après-midi, où l'après-midi, j'ai commencé à remettre des podcasts, à écouter de la musique. Donc là, forcément, bah, ça occupe l'esprit. Ouais. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, simplement, je vagabondais, je pensais au mieux à mes prochaines étapes. J'ai beaucoup pensé à la nourriture quand même, pour être honnête, hein, me dire, bon, quand est-ce que je m'arrête et qu'est-ce que je mange? Ensuite, pour toi, il y a eu plein de choses. Il y a eu notamment les marathons des refuges. Ça a duré 8 jours, 300 km, ça fait 37 bonnes bornes par jour, un sac à dos de 9 kilos. Il n'y avait pas de chariot hein, pour ce périple-là. Je crois qu'il y a un moment donné où tu as été un peu encerclé par l'eau parce qu'il y a eu un problème d'inondation, c'est ça? Exactement. Donc en février, alors en janvier, je suis repartie une première fois où là j'ai fait 125 km, donc Ouais. 3 marathons en 3 jours pour aller à la rencontre d'un refuge qui s'appelle la Grisoutière du côté de Dieppe. Et donc ça c'est la première, c'était on va dire l'introduction à l'aventure du mois de février. Et donc au mois de février, je suis partie pendant 8 jours où j'ai couru 300 km. Et là l'objectif c'était de rallier 3 refuges animalistes. Et effectivement, bon, là, j'ai cherché quand même. Je suis partie au mois de février, donc je savais qu'en termes de météo, je prenais des risques, voilà, assumés. Oui, c'était pas Voilà. le fameux août dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Je m'étais dit, bon, visiblement, j'ai bien aimé la pluie du mois d'août, parce que j'ai quand même re-signé en février. Ouais. Et je m'attendais pas non plus à autant de pluie. Effectivement, du côté d'Angers, je me suis retrouvée avec des crues partout. Et j'étais en train de courir tranquillement avec mon petit sac à dos, et il y a un monsieur qui s'arrête en voiture et qui me dit non mais madame, vous allez où? Bah par là. Non mais là vous n'allez pas aller par là, il y a de l'eau jusqu'aux genoux, vous pourrez pas passer et tout, vous avez prévu d'aller jusqu'où? Donc je monte mon trajet, etc. Et encore une fois, je suis à pied, donc c'est terrible, on peut pas faire un écart de 10 km, quoi. Enfin, Ah on oui, peut, oui. mais Ouais. ça change toute la journée, quoi, c'est énorme. Mm. Et donc il me dit, écoutez, si vous voulez, montez dans ma voiture et je vous emmène faire de l'autre côté, et je vous pose de l'autre côté de la rive, entre guillemets, en faisant un grand tour en voiture. Et en fait, là où j'ai eu de la chance, c'est que ça aurait quand même changé complètement mon trajet de la journée, et je pense que j'aurais fait un bon détour de 10 km. Mais ce jour-là, le soir-là, je dormais chez mon oncle, qui habite du côté de Angers. Coup de chance. Donc au lieu de suivre ma trajectoire de base, je suis redescendue sur Angers, et j'ai dit à mon oncle, écoute tonton, rejoins-moi au restaurant, j'avais trouvé un resto vegan à Angers, rejoins-moi au resto, et puis bah, demain matin je repartirai de chez toi au lieu de repartir de mon point de départ de la veille qui était prévu, quoi. Ah ouais. En plus je me suis offert le luxe de faire un resto, quoi. C'est pas mal. Quelles sont les prochaines grandes étapes pour toi, les prochains projets sur lesquels tu as envie de te lancer, Gladys? Et ben je repars en juillet. Alors cette fois-ci, ça va être plutôt du trek, puisque je pars faire le tour du Mont Blanc en 6 jours. Génial. Ouais, ça va être cool. Et là, le lien avec la cause animale, est-ce qu'il y en a un? Et oui, l'idée c'est de porter les couleurs de l'association AJAS, Ouais. donc Association de justice des animaux de Savoie, qui est donc une association plutôt locale et qui lutte pour les droits des animaux. Donc l'idée c'est de porter leurs couleurs et de profiter un peu, entre guillemets, du fait que, de les faire un peu rayonner à travers cette aventure, quoi.
Merci infiniment Gladys d'être passée par Les Aventuriers, de nous avoir raconté tout ce périple. On était avec toi sous la pluie à un moment donné avec le chariot, je te le cache pas. Merci. Si on a un rhume demain, on sait d'où ça vient. Ah voilà, j'en assume la culpabilité. Merci en tous les cas d'être passé par ici. Et puis on te souhaite le meilleur pour tes prochaines aventures. N'hésite pas à repasser par Les Aventuriers pour nous dire où tu en es dans tes projets. À bientôt Gladys. À bientôt, merci beaucoup. Vous aussi, vous avez envie qu'on parle d'une aventure à vous, n'hésitez pas à nous le faire savoir par les réseaux sociaux des aventuriers ou bien directement par mail contact@lafabriqueaudio.com. Vous aimez ce podcast, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à le liker également. Et nous, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode des Aventuriers. Salut! Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? contact@lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com.